Bonjour à tous, c'est les assoiffés de ciné. Fabien. Oui, je suis là. Je viens de capter un truc. Quoi ? Je crois que ça fait 3 ans qu'on enregistre des critiques et qu'on n'a pas appuyé sur le bouton enregistrer. Ah merde. C'est ballot. Une fois de plus, on est de retour en tout cas, et cette fois-ci, c'est pour parler de Avatar 3, de Feu et de Cendres, réalisé bien sûr par James Cameron. Et cette fois-ci, on est juste en audio, juste en podcast. Pourquoi ? Eh ben, peut-être un peu parce qu'on a la flemme, on va pas se le cacher, d'allumer la caméra. On peut être en pyjama, c'est sympathique. Bon, vous nous direz ce que vous en pensez, mais l'essentiel, c'est que vous puissiez nous entendre. Et du coup, Anna, je te demande quel est ton avis sur Avatar. Je la fais une fois, après je la ferai plus. Voilà. Le podcast donne envie de prendre une voix très suave, très sensuelle. Donc on va se calmer tout de suite et prendre une voix normale. Alors, avant de donner mon avis, n'est-ce pas, cher collègue comique, j'aimerais d'abord que tu me parles de ton expérience personnelle avec Avatar, avec cette magnifique licence. Oula. T'es sûr que tu veux commencer par mon expérience personnelle ? Pourquoi pas, comme ça déjà on va savoir un petit peu le feeling qu'on a. Ok. Mon expérience personnelle avec Avatar, j'ai bien aimé quand même les 2 premiers films. Le premier bien sûr qui était époustouflant à l'époque. Alors c'est quand le premier est sorti en 2009, tout le monde en parlait, etc. Et finalement j'avais beaucoup aimé, mais je m'attendais à un truc encore plus fou parce que c'était tellement la folie au cinéma. Et d'ailleurs pour le deuxième volet aussi, c'est un film qui a amené tellement de monde en salle que voilà, c'était impossible de passer à côté, même pour ceux qui étaient pas du tout cinéphiles. Les images sont magnifiques, tout ça. Le scénario, bon, il y a beaucoup de critiques qui disent que le scénario du 1 c'est un peu Pocahontas dans l'espace, tout ça, machin. Bon, c'est pas faux, mais ça va quand même explorer d'autres choses, je trouve, que tout simplement Pocahontas. Donc moi, Avatar, c'est une saga quand même que j'aime beaucoup. C'est évidemment une démesure visuelle magnifique à chaque volet et toujours un très bon divertissement, un très bon scénario. Après, moi, j'ai quelques petites réticences où j'ai quand même quelques petites choses à redire globalement sur la saga et sur ses messages, mais c'est assez personnel, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et voilà, et toi, quelle est ton expérience avec la saga ? C'est une prouesse technologique. Moi, le premier, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué dans mon expérience du cinéma. Ça fait partie de ces événements marquants. Donc, je crois que je suis allée le voir 4 fois au cinéma, parce que c'était un petit peu cette époque où on embarquait ses amis qui ne l'avaient pas vu en disant « Ah, vas-y, viens le voir avec moi », tout ça. En plus, c'était un cinéma de village, donc c'était abordable, tout ça, quand on était ado, donc on se régalait. Mais c'est cette expérience cinématographique qui pousse à y aller plusieurs fois. Ça m'avait fait ça avec The Dark Knight Rises aussi. Enfin, c'est les 2 films qui m'ont marqué, où je suis allée les voir plusieurs fois. Mais et le 2, voilà, c'est quand même, ça a été aussi quelque chose un événement fort. Et puis depuis, il y a eu les salles IMAX qui se sont démocratisées, donc on avait eu la chance de le voir en IMAX. Le deuxième volet, c'était fou, quoi. C'était sublime. Visuellement, c'était fou. Alors le deuxième volet, j'avais beaucoup aimé. Peut-être qu'il y avait un petit peu trop de longueur dans l'eau. Les passages dans l'eau étaient peut-être un peu longués. Mais on avait quand même beaucoup aimé. Moi, le 1, j'avais adoré. Malgré, le scénario qu'on peut considérer comme basique ou quoi, mais ça fonctionne et ça a marqué quand même toute une génération. Une génération, et même plusieurs générations. Oui, voilà. C'est vraiment parce que Avatar, c'est ce genre de film où un repas de famille ou entre potes, on peut en parler et tout le monde est allé le voir ou a envie d'aller le voir. Enfin, en général, quoi, que ce soit les enfants, les adultes, ça encourage les gens à aller au cinéma et c'est cool quand même. Donc on était très très chaud pour cette séance, ce 3e volet. Et la séance a commencé, pas très bien malheureusement pour nous, mais c'est vraiment aucun rapport avec la qualité du film. C'est qu'on est allé voir tôt le matin une séance 3D, la première de la journée dans notre cinéma. Et il y a eu quelques soucis techniques sur la 3D, donc je vais vous montrer l'image qu'on a eue à un moment dans la salle. On a vu le début du film, les 3 premières minutes au moins 5 fois, je crois, parce que les projectionnistes avaient beaucoup de mal à régler la 3D, c'était complètement flou. Il y a eu une cohésion de groupe dans la salle, comme on n'était pas beaucoup, on s'est tous regardés en mode « mais c'est flou, on ne voit rien !» Donc petit fail pour débuter cette séance, mais bon, ensuite on a pu le voir dans une autre salle en version normale, quoi, du coup. Voilà, le cinéma a été super.
Ils nous ont fait une invitation pour un prochain film, tout ça. Voilà. Ils ont respecté les spectateurs. Donc, et donc, on a eu la séance d'après. Moi, personnellement, une petite déception de ne pas avoir vu la 3D et ce qu'elle donnait dans ce film, parce qu'on sait que la 3D est quand même toujours de qualité pour Avatar. Mais bon. Moi, j'ai du mal déjà avec la 3D un peu. Voilà, toi, c'est un peut-être un problème de sensorialité ou quoi, mais déjà, avoir voilà, des lunettes sur mes lunettes, même si on a l'éclipse maintenant, tout ça, mais... Je sais pas, j'ai pas besoin personnellement de cet effet de profondeur et ça dépend des goûts aussi. Mais d'ailleurs, la 3D disparaît un petit peu. C'est vrai que moi, même il y a un certain temps, je me disais, il y a encore des films en 3D. C'est vrai qu'il y en a plus beaucoup, ouais. Tant que c'est pas en 4DX. Ça peut être sympa aussi, la 4DX. Ceux qui sont allés voir la voix de l'eau en 4DX, ça doit être extraordinaire. Hein. Vous nous raconterez en commentaire cette expérience. Du coup, avis global sans spoilers pour commencer, et puis après on passera sur la partie spoilers. Hein. Alors mon avis global, c'est assez particulier. C'est ce genre de film où je ressors et j'arrive pas vraiment à donner mon avis. Donc là, le podcast est fini. Non, je pense qu'il va falloir un petit peu... parfois j'ai besoin de temps pour vraiment me faire un avis un peu plus figé, mais je pense que les avis peuvent se modifier tout au long d'une pensée, tout au long du temps. J'ai aimé. J'ai passé un bon moment, même si sur la fin j'avais un peu mal au fion parce que c'est long de rester assis aussi longtemps et que j'ai ressenti un peu des longueurs. Ouais. J'ai ressenti des longueurs, des répétitions. En plus, on a revu le 1 et le 2, surtout le 2 là, la veille. Donc j'avais un peu l'impression d'être replongé dans le 2, dans cette ambiance, surtout dans les combats. Ce côté combat dans l'eau, l'humidité, tout ça, enfin, dans les bandes annonces, on voyait un petit peu ces passages qui faisaient beaucoup penser aux deux, et on avait un peu espoir que ce soit juste mis là pour pas nous révéler trop de choses, et qu'on voit un peu plus de choses de la tribu du feu, du coup, des cendres, des volcans, du feu. Je suis un peu sur ma faim. Donc on sait que c'est pas que c'est pas le dernier, mais on aurait pu l'explorer là. Je pense que le 2 sur le niveau aquatique se suffisait à lui-même. Et qu'il n'y avait pas forcément encore plus de choses dans l'aquatique à développer. Ouais. Bon, sachant que ça devait être... Là, c'est quand même encore beaucoup le sujet. Ouais, voilà, sachant que ça devait être un film complet, le 2 et le 3, mais que voilà, trop long. On ressent vraiment que c'est en fait la deuxième partie du deuxième film. Le récit s'assombrit dans la foulée du deuxième volet, hein, mais... Il y a des répétitions dans le fait sans spoiler, hein, de rechercher Jake Sully. Effectivement, il y a des répétitions. Effectivement. Esthétiquement, c'est quand même toujours aussi beau, hein, faut le noter. C'est toujours une prouesse technique, je trouve. Ah, c'est sublime. Bon, c'est sûr que c'est plus vraiment surprenant, hein, parce qu'au bout de 3 films, on commence à s'habituer à cette qualité visuelle. Il y a des jeux de couleurs qui sont magnifiques, toujours entre la peau bleue des navis et l'arrière-plan qui peut être encore plus orangé que ce qu'il n'était avant dans ce volet, du coup, qui est plutôt dédié au feu et aux cendres. Ça contraste vraiment. On a des images très belles. Et ce qui me plaisait dans les bandes annonces, c'était ce côté aussi de la tribu du feu qui... Voilà, moi, ma plus grosse attente, c'était la tribu du feu et le développement du personnage de Quaritch. J'en parlerai un peu plus en partie spoiler, parce que moi, je veux pas dire que j'aime les méchants, mais c'est vrai que Quaritch, il a ce côté... Moi, il y en a beaucoup qui aiment pas son retour, tout ça. Je sais que toi, ça t'a un peu saoulé qu'ils reviennent, t'aurais peut-être préféré, mais moi j'ai beaucoup aimé ça contribue à tout cet aspect répétitif là que je trouvais déjà dans Avatar 2, hein, c'est le fait que Quaritch revienne, hein, ça fait un petit peu un petit peu syndrome Palpatine, hein, c'est voilà. Mais ça pourrait ne pas être le cas en fait. Il y aurait pu avoir un développement, bon, je veux pas trop en dévoiler, qui fait qu'on le ressente un peu moins. Il y a eu des prémices et des choses intéressantes dedans, quand même, du personnage dont on parlera plus en partie spoiler, mais voilà, moi, la tribu du feu, avec ce côté qu'on voit dans les bandes annonces, hein, il parle du fait que Eywa n'a pas été là pour cette tribu. Varang explique ça, et j'aurais aimé plus plonger dans ce côté de pensée athée, parce que là, on était beaucoup dans le spiritisme, dans cette croyance à la déesse. Et l'athéisme, voilà, on l'explore pas trop au final. On aurait pu aller encore plus profondément dans le sujet. Après, athéisme, on sait pas trop, parce qu'au final, un petit peu sa divinité, c'est la destruction, le feu. Elle se prend un peu quelque part, elle-même veut devenir une déesse, on dirait, parce qu'elle a ce goût du pouvoir, ce goût d'être vénérée. On en dit peut-être un peu beaucoup là, hein. On en parlera plus dans la partie spoiler. Oui, mais je pense que c'est pas un spoil, parce que déjà dans la bande-annonce, ça se laisse deviner, et elle en parle elle-même. Mais voilà, moi je pense que quand on a vu la bande-annonce, c'est ça qui me déçoit un petit peu sur certains points, c'est que j'ai l'impression qu'on a tout vu.
sur Ok. certains points. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que cette tribu, c'est un petit peu la seule vraie nouveauté, je trouve, qui sort quand tu compares Avatar 2 et Avatar 3. C'est l'élément Il y a qui change. en nouveauté, il y a le peuple de l'air aussi, Alors, que l'on voit dans la bande-annonce. je sais pas si c'est vraiment un peuple de l'air, Oui. en tout cas c'est les marchands C'est de des l'air. marchands, voilà. Les marchands de l'air. On les associe Mais avec oui, l'air. ce peuple du feu qui est quand même intéressant. Et on nous Oui. dit que c'est un peuple que Kaiwa a abandonné, qui nous a fait un peu rire parce que nous on a en ce moment des problèmes de chauffage, rien à voir, mais la marque de notre chauffage c'est Aiwa justement, et on a tendance à se dire quand ça marche plus que Aiwa nous a abandonné nous aussi. Voilà. On prie tous les Puis soirs voilà, devant c'est du Aiwa. chauffage, le peuple du feu, tout ça quoi. Donc nous aussi on a vrillé, on est devenus On est devenus des extrémistes. une tribu nous aussi. contre Aiwa. En tout cas, ouais, cette thématique du feu, hein, c'est vraiment 3h17 de barbecue géant, ce film, et c'est agréable à voir, hein, ça change quand même un petit peu, mais pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça, comme je l'ai dit, j'ai l'impression que la bande-annonce révèle beaucoup déjà des décors volcaniques, du feu, des cendres de la tribu, et j'aurais aimé explorer encore plus leur univers. Et je suis un peu sur ma faim, parce que je trouve cette tribu déjà très stylée. J'aime beaucoup l'interprétation de l'actrice sur Varanx, elle a rendu le personnage elle est assez intéressante. Il appelle sorcière plusieurs fois, elle a un petit peu des mouvements Ouais. qui la rendent quand même assez mystique quand même. Mais voilà, peut-être ses compagnons sont peut-être un peu trop sauvages par rapport à elle, quoi. Ils sont pas trop, on voit pas C'est trop vrai leur que, psychologie. On dirait qu'il y a que pas elle. beaucoup développé, ouais, Oui, voilà. hormis elle. C'est un peu dommage. Ouais. On aurait pu voir d'autres. C'est un peu fait exprès pour qu'elle soit mise en avant et pour montrer que les autres la suivent juste bêtement, quoi. Mais ils ont même au niveau du style, ils sont intéressants au niveau du look. Pour faire un petit peu le contraste avec les navis. Donc Avatar 3, pour conclure, on a bien aimé surtout la première partie du film où il y avait vraiment cette découverte du peuple du feu, où il y avait beaucoup de nouveautés. Une deuxième partie un peu plus répétitive quand même. Ça sent quand même un peu le réchauffer, tout ça. Mais on a passé quand même un très bon moment devant ce film. C'est-à-dire que moi je pense que ça aurait été mieux de tout regrouper. Là, on a quand même sur presque 6 heures là pour les deux. Et je pense pas qu'il ait eu besoin de faire un autre film, il aurait pu regrouper les choses... en enlevant certains éléments peut-être, mais après bon, c'est le réalisateur, c'est son choix, c'est son histoire avec... C'est ça. C'est lui qui décide, quoi. Je sais que les avis sont peut-être un peu mitigés, il y a ce côté répétition déjà vue qui ressort quand même, et c'est compréhensible. Je pense qu'il n'y avait pas besoin d'aussi long. Pour les films aussi longs, on aurait besoin d'une petite entracte pour aller faire un petit pipi et pour aller se restaurer, marcher un petit peu. Moi, je suis pas pour les entractes, ça coupe un peu, mais pour les films longs comme ça serait pas mal quand même. Ouais. Sans non plus se taper 20 minutes de pub, c'était un petit entracte. Et voilà, c'était mon coup de gueule. Allez le voir, on vous conseille d'aller le voir parce que c'est quand même une prouesse visuelle, technologique. C'est un réalisateur qui se fout pas de nous. C'est-à-dire qu'on va payer la place et on a l'impression d'avoir un spectacle devant nous. On a vu un spectacle, du divertissement artistique, les combats sont bien orchestrés. Et il y a toujours ce côté très mystique quand même qui donne envie d'être encore plus exploré, qu'on va le plus explorer aussi dans la partie spoilers. C'est parti. Si vous êtes ici, c'est que vous avez vu Avatar 3 ou alors que vous vous en foutez. Mais je vous conseille de pas vous en foutre. Voilà, c'est la phrase du jour, vous pouvez vous la tatouer. Elle est tout à fait libre de droit. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle des navis qui ont des tatouages? Moi, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Qu'on en parle quand même. Est-ce qu'ils se sont fait tatouer en étant navis? Ou les navis marines, ça tu veux dire? Ouais, les marines. Oui, voilà, parce qu'il y en a qui ou sont est-ce tatoués. qu'ils ont des tatouages parce que ils en avaient quand ils étaient humains et du coup leur avatar parce ont que des la tribu tatouages, de l'eau, voilà, c'est culturel, mais c'est censé être quand même basé sur leur génétique. Oui, mais je pense qu'il y a un tatoueur dans la base, ou alors ils reproduisent leur corps, ils ont reproduit le corps à fond, ils ont refait les tatouages. C'est un truc que j'aimerais... Ils sont très méticuleux sur la base. J'aimerais savoir. Alors en tout cas, cette partie spoil commence très mal, avec ce questionnement très nul, mais tout à fait intéressant. S'il se contredit. Alors, du coup, le film commence... On va faire un petit peu dans l'ordre pour pas trop se perdre. Vas-y.
Nous, du coup, le début, on peut bien l'analyser parce qu'on l'a vu 4 fois. Donc, comme ils ont relancé 4 fois la séance pour voir si la 3D marchait et que ça ne marchait pas, on se regardait tous en mode, mais c'est flou encore. On avait l'impression d'être Quaritch sous LSD. Oui, c'est quand il est drogué, là. Vous voyez à peu près comment il voit la sorcière, là, du feu. C'est exactement la vision qu'on avait du film. C'est ça. Donc, la 3D, voilà, c'était... Alors, la scène commence par Loak et Netayam. Voilà. Loak qui devient le narrateur, hein, d'ailleurs, dans cet épisode. Neteyam, ouais, c'est son grand frère malheureusement décédé. Mais oui, juste Loak devient, donc le dernier fils restant de Jake, devient le narrateur. Ce qui dénote un peu avec les 2 premiers volets où c'était Jake, le narrateur. Donc est-ce que les prochains volets, ce sera encore un membre différent de la famille ? Je sais pas, pour explorer un petit peu la parole et la vision de chaque personnage. D'ailleurs, Loak, on en reparlera plus tard, mais il y a une scène très dure. Très très dure, la scène où il veut peut-être se suicider. D'ailleurs, à la fin, il y a un message de prévention, c'est super. Qui est très dur et qui a amené un côté profond à Avatar et qui montre son côté sensible et le fait qu'il a du mal à se faire accepter. Donc du coup, revenons à Neteyam et Loak au début. Je me suis dit, ça promet quand même parce que on se dit, oui, ils peuvent passer du temps dans le monde des esprits parce qu'il lui dit clairement, en fait, toi, tu es mort, donc même Neteyam continue à interroger sur sa mort, comment je suis mort, qu'est-ce que... On avait déjà vu ce lien avec Kiri et sa mère. Oui. Et où ils pouvaient discuter, se voir, et on a envie d'encore plus explorer ce monde des esprits qu'on va revoir à la fin avec Spider. Ce monde des ancêtres, là, cette thématique des ancêtres, ça a l'air d'être vraiment une dinguerie, hein, pour citer Spider. Ah oui, j'adore le côté spirituel d'un Avatar. Ouais, t'as l'impression de pouvoir parler quand même avec les morts un peu quand tu le veux. Les morts parlent, début de Star Wars. C'est surprenant, c'est presque cheaté. En fait, oui, on a tout à apprendre de cette faune, de cette flore et de son fonctionnement. Ça peut être cheaté parce qu'on accepte tout au final. On accepte le fait que Spider va se mettre à respirer, tout ça. Au final, c'est pas des choses qui nous étonnent trop parce que on sait pas trop comment ça fonctionne. Le pouvoir d'Eiwa, le pouvoir, là c'est plus Kiri qui fait un petit peu la transition avec Eiwa. Enfin, à un moment, il lui dit t'as rien fait, c'est moi qui ai tout fait. Ouais. Donc ça interroge aussi sur ce lien avec Eiwa qu'elle a. Du coup, ça commence très fort. Voilà, ça fait un petit peu le lien avec la mort de Neteyam qui était. C'est quelque part là puissante. aussi pour nous rappeler que le garçon aîné est mort, quoi. Ça fait un petit peu aussi un rappel au public qui aurait pas vu le 2e volet depuis 3 ans, du coup, puisqu'il est sorti il y a 3 ans. Puis il y a un rappel fort du deuil aussi de Neytiri qui est intéressant à explorer parce qu'on montre une figure féminine qui est pas bien. Qui est en deuil, elle est dans la colère, elle est dans la tristesse, elle va pas se faire forcément aimer du spectateur, mais elle est elle-même, j'allais dire humaine, et Jake est il essaie d'avancer. Et leur confrontation est très intéressante, ils se questionnent tous les deux sur leur haine. Jake essaie de lui dire ne sois pas haineuse au point de même détester ses propres enfants. Et ils arrivent à se comprendre et il lui dit t'as quand même épousé un alien, donc ne sois pas haineuse de ces aliens. Un personnage qui évolue pas mal, Neytiri, dans ce volet, qui est bien développé, je trouve. Oui, parce que Neytiri, j'aime bien parce que c'est pas forcément un personnage, voilà, comme je disais, qui a ses moments de colère, ses moments de violence, et ça fait naturel. C'est pas juste un personnage qui est forcément tout le temps dans le bien, et j'aime bien ces personnages en zone grise, quoi. Vous voyez, après la mort de Neteyam, dans le 2, c'était hyper intéressant, quoi. Elle devenait folle furieuse, en fait. Elle était en furie. Ouais. Parce que c'était une mère énervée, une mère en deuil. Donc il y a toute une dynamique familiale qui a été introduite dans le 2e volet et qui continue à être évoquée dans ce volet-là, avec un vrai axe dramatique autour des enfants et de ce qui va se passer aussi avec Spider, avec le deuil de l'aîné, etc. Le poids des choix aussi. Le poids des choix que fait Jake. Il y a un moment qui est assez fou, hein, avec Spider, où il hésite à un moment à le tuer ou pas. Ça, c'est... Et je trouve Spider déjà de base très compréhensif. Mais là, c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, si après il leur en veut, je n'en aurais pas voulu qu'il ait un petit moment de réflexion, Spider, quand même, parce que de là, en mode Abraham, à se faire tuer par son père, c'est un peu violent, mais Spider, oui, il a un peu le cul entre deux chaises, hein. Entre Quaritch et Jake, c'est pas des pères parfaits, c'est des pères violents, quand même, qui peuvent avoir leurs gros défauts.
clairement. De vrais dilemmes moraux, quoi, dans ce... Oui, Spider, moi je trouve qu'il reste très positif par rapport à tout ce qui lui arrive. En plus, avec le dilemme du masque aussi, qui met une pression... c'est ça. Qui est un peu... Voilà, c'est un peu claustro, hein. C'est en mode... c'était assez terrible de voir ce masque qui pouvait s'éteindre à tout moment et se dire qu'il pouvait mourir Alors ça, c'est une problématique qui a été introduite uniquement dans ce volet, hein, pas dans le précédent. Mais ouais, c'est ces masques qui tiennent pas la batterie. Je sais pas, ça doit être des masques Apple, des iMasks peut-être. Voilà, on va appeler ça des iMasks. Finalement, donc ça devient un peu l'objectif, hein, de trouver une solution à ce problème de batterie au début du film. Et c'est un problème qui est rapidement résolu finalement avec l'intervention de Kiri et d'Aiwa. C'est quand même fou ça aussi. Du coup, Spider qui n'a plus besoin de masque pour respirer sur Pandora. D'ailleurs, Kiri, moi je pense qu'il va y avoir des grosses dingueries qui arriveront avec les autres films, parce que vu son jeune âge et ses pouvoirs, déjà j'imagine bien ce qu'elle pourrait faire plus tard, quoi. Le pouvoir qu'elle pourrait avoir, même si on se demande si c'est pas limité quelque part, est-ce que c'est Aiwa qui décide quand même, est-ce qu'il y a que Aiwa aussi en divinité quelque part Ouais. Enfin voilà, Kiri en tout cas on a appris des choses sur elle aussi, on a appris, ça. Moi c'est un petit peu ce que j'avais pensé à la mort de sa mère. Moi j'avais imaginé Aiwa vraiment quelque part féconder sa mère et la cloner en fait. Elle a pas pu, comme on a dit, sauver sa mère, donc elle a recréé un enfant. Donc c'est ça, ça donne un côté un peu enfant divin et puis une thématique clairement biblique, hein, qui est évoquée. Abraham, tout ça. Et puis aussi la thématique du monstre, hein, parce que voilà, c'est ce qu'elle a l'impression d'être, un monstre, d'être rejeté. Ouais. Et pas seulement elle, hein, Jake aussi peut être vu comme un monstre ou perçu comme un monstre pour l'humanité qui le recherche, qui cherche à l'éliminer. On voit beaucoup plus d'humains parfois là dans ce volet-là, des humains qui sont pas forcément militaires ou scientifiques. On voit la foule qui prend des photos de Jake. Et comme on disait, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas trop de liens et d'informations sur la Terre. Alors peut-être qu'il y en a dans les BD ou en dehors, mais on n'est pas assez attaché peut-être aux humains et aux problématiques de la Terre, ce qui ferait un petit peu... S'il y avait une urgence terrestre, peut-être que ça changerait un peu l'enjeu, quelque part, parce que Quaritch, il a cette fidélité à l'humanité jusqu'au bout, et que Jake n'a plus, et ça aurait été intéressant d'être un peu plus aussi, parce que les humains, on les voit vraiment comme les gros méchants, des bâtards, hein. Ils font des choses horribles, mais ça serait bien de voir un petit peu le pourquoi du comment aussi. Moi, j'aime bien tout ce qui est gris, de toute façon, hein, les zones grises avec le bien et le mal. Et parfois, ils sont un peu trop représentés de façon diabolisée, quoi. Avec on va tuer toutes les baleines. Là, ça va qu'il y a un scientifique qui est quand même en mode bon... C'est vraiment une caricature des humains méchants qui sont dans la surconsommation et dans la surexploitation de la nature. Et... Là, ça va qu'il y a un scientifique qui se dise, bon, c'est peut-être un peu là, le lendemain, ils vont tuer tout le monde, donc... Ils vont tuer tous les Tulkun, donc voilà, ils se bougent un peu, il y a quand même des limites, quoi. Comme on avait vu dans le 1 avec la pilote qui a dit bon, non, c'est bon, en fait, je veux pas tirer, quoi. Parce que... Ouais. Et c'est pas mon job, elle dit. Parce que je me suis pas engagée pour ça. Bon, cette thématique des Tulkun et de la mer, bon, on l'a déjà dit, qui revient, qui est un peu répétitive. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu plus quand même. J'apprécie que James Cameron critique la société de surconsommation et de surexploitation des animaux, mais pour moi, ça reste pas encore assez engagé. J'aimerais qu'il soit encore plus engagé dans ses idées. On sait que, il me semble qu'il est vegan, que c'est clairement un activiste très oui, que sur les plateaux, très engagé, voilà, il y a des plats végétariens, écologiste et tout ça. C'est pas ce qui m'intéresse le plus dans la cause animale, l'écologie, mais il a quand même créé ce peuple de Na'vi qui respecte la nature et vit en harmonie avec elle, et c'est très bien, mais il y a toujours ce côté où ils doivent chasser des animaux ou pêcher des poissons pour vivre. Donc moi j'aurais aimé que ce soit carrément un peuple qui puisse se passer de consommation animale. Ça c'est très personnel et c'est ce qui me gêne un petit peu dans ces messages qu'un Tulkun, qui vont pas assez loin. Finalement, qu'est-ce qu'il y a de différent entre les Na'vi qui pêchent de petits poissons ou les humains qui pêchent de gros poissons? C'est pour manger et tout, mais là on parle d'une sensibilité. On voit que le public est quand même plus ému par la mort d'un Tulkun
que de la mort d'un C'est poisson. ça. C'est juste le questionnement philosophique. Ce qui nous ramène à s'interroger. notre propre réalité. Effectivement, les gens sont plus Je pense émus par qu'il- la mort Je d'une pense que baleine. les Ça, gens n'ont pas cette... ça nous renvoie à tout ce qui se passe au Japon, l'exploitation des Voilà, moi je poissons pense là-bas. que c'est peut-être un message qui serait trop compliqué vu que c'est un public très large. Et, C'est ça, mais peut-être- non, mais bien sûr, je comprends la raison. Pourtant, on voit que le public, voilà, peut être sensibilisé à ces choses-là. Il y a eu la pub Intermarché avec le loup, tout ça. Bon, il y a des gens qui ont dit, bon, ils butent un poisson dedans aussi, et Oui. c'est comme un écureuil, un poisson, quoi. À niveau, c'est la même vie. Déjà, on dit c'est pas un mammifère, c'est pour ça. Enfin bref, il y a quand même une sensibilité qui se fait, mais on peut en parler quand même librement du côté philosophique. Et Je comprends ce choix, d'avoir quand même fait un peuple qui consomme toujours des c'est un animaux. peu de la facilité de la pauvre baleine, mais le reste on n'en C'est parle ça. pas. C'est toujours un peu le cliché sur des Willy, Mais quoi. je comprends, c'est une raison. Pour moi, c'est une raison commerciale, c'est pour plaire au public grand large. public. Mais c'est Il dommage, serait traité c'est dommage de d'extrémiste, laisser voilà. le grand public Je dans pense qu'il cette dissonance cognitive toujours. Il ça- serait traité d'extrémiste, je pense, carrément. Oui, carrément. Et sans doute qu'Avatar n'aurait pas eu autant de succès, c'est possible aussi. Petit poisson ou gros poisson, quelle différence? Pour moi, c'est pas la taille qui compte. Et je dis pas ça par rapport à... Alors nous avons l'introduction de la tribu du feu, qui là ça m'a étonné, ils arrivent, voilà, il y a les marchands de l'air et hop, on les voit directement arriver. Je pensais qu'elle allait avoir une introduction un peu comment dire caricaturale du méchant qui arrive dans les flammes. Là vraiment la méchante arrive, hop, c'est bon. Elle est très stylée quand même. Ouais. Vraiment très stylée. Et charismatique. C'est pour ça que j'aurais aimé encore plus la voir, qu'elle parle un peu plus. Mais c'est risqué aussi de laisser beaucoup de temps d'écran à des méchants quelque part, pas des méchants mais des personnages plus complexes. Est-ce qu'elle est pas là aussi un petit peu, et c'est tant mieux, pour remplacer Quaritch, qui finalement n'est plus si méchant, je trouve, dans ce volet, ou qui est beaucoup plus ambigu. Déjà dans le 2, il commençait à être ambigu un petit peu avec Spider. Grâce à Spider, ouais. Ouais. Il y a quand même une vraie attache à Spider, même si voilà, c'est une attache qui va pas non plus dans la compréhension totale de son fils. Mais il y a un moment avec Jake que j'ai bien aimé quand Jake est emprisonné. On fait un petit peu des liens voilà, avec les choses, mais où il commence à dire à Spider, pardon, excusez-moi, je confonds. À Quaritch, il faut que tu commences à voir les choses. Ouvre les yeux, commence à voir. Et quand même, Quaritch, au début, il était en mode non, il était hyper ronchon. Grognon et j'ai fait un mélange. T'as fait un mélange des deux, c'est pas mal. J'aime bien. C'est un nouveau mot. Voilà, Quaritch est gronchon. Et il contredit pas Jake direct, en fait. Tu vois qu'il y a une vraie réflexion de sa part. Et il commence à être tiraillé. Je pense quand même que le corps et l'esprit sont liés. Et que là, voilà, dans ce corps de Na'vi, il ressent des choses. Et puis, il se questionne sur le fait de... Il lui dit, tu as les souvenirs de quelqu'un, mais est-ce que tu es vraiment cette personne, quelque part? Il faut pas qu'il soit esclave de ses souvenirs et de cette... En fait, il est né dans la haine de Jake. Ouais. Et de Neytiri, du coup, il est un petit peu... Dès qu'il voit Neytiri, il est en flip avec les flèches, parce que ça lui rappelle à chaque fois sa mort, d'ailleurs, et il caresse les flèches en mode... Ça lui rappelle sa mort humaine. Mais on rappelle qu'il a écrasé son crâne humain, donc c'est quand même, je pense, toute symbolique qui veut dire qu'il veut pas devenir exactement le Quaritch qu'il était. Donc oui, on parlait de la tribu du feu, j'aurais aimé plus de lore autour d'eux, plus de lore, qu'on comprenne un peu plus les choses, qu'on voit surtout plus de feu, parce que, bon, moi je préfère le feu à l'eau. En Il y a général, quand même plus de cendres que de ce feu, soit dans en les fait, Pokémon, dans les, tu vois, je préfère le feu. Et l'eau, on a eu un peu notre dose quand même dans le 2. Grave, ouais. Mais comme on dit, c'est une continuité le 3, donc bon. Mais il y a nature, on en a marre. on voulait même l'air, hein, ça, au final dans le 1 c'était beaucoup centré sur l'air quelque part. Ouais. J'aurais aimé quand même plus de développement. J'ai beaucoup aimé moi la pardon, excusez-moi, ça me fait rire. La romance Quaritch Varan. Je n'irai pas plus sur ce domaine-là parce que on risque de me dire que je suis un petit peu bizarre, c'est vicieuse. Ouais, je pense qu'on peut le dire. Je pense que t'as un crush sur Quaritch déjà depuis le. Alors attention, Quaritch épisode. en avis. Non, je l'aime beaucoup en avis. C'est dit, écoutez, chacun a ses faiblesses, chacun a ses péchés. Et comme je trouve vraiment très belle aussi, voilà, j'aime beaucoup ces deux, j'aime bien. Il y a un petit côté, les deux, ils ont un petit côté pète au casque, hein, ils vont bien ensemble, ils se tiennent la main et tout, trop mignon. Il y a que moi pour dire trop mignon sur ça, par contre. J'ai beaucoup aimé la scène dans la tente, où d'ailleurs... C'est un peu court, je trouve que ça manque un peu de passion, moi, quand même, je trouve. Oui, ça manque. Mais ça manque de ça, et le film est tellement long, il y aurait eu le temps de développer plus de choses. Et d'ailleurs, il y a une scène magnifique dans une interview, où l'acteur de Quaritch, en fait...
a été un petit peu mal compris sur un geste qu'il fait. Ah oui, avec par ses collègues. oui, à un moment, elle lui fait une soufflette, hein, j'ai pas d'autres mots, avec une sorte de voilà je sais pas, de chicha. sarbacane ou de canne, ou j'en sais rien. Voilà, une canne pour se droguer. Voilà. Et l'acteur a essayé de mimer cette scène-là, et l'actrice à côté qui joue Varang était un petit peu en mode excuse me. Un peu gêné, ouais. On dirait un peu qu'il fait autre chose. On vous mettra peut-être une image, bon, même si c'est un podcast, mais... Ça pourrait être l'image du podcast d'ailleurs, hein. C'est quand même... En tout cas, cette scène était cool. J'ai adoré voir Quaritch se défoncer. Il fait des petits oh oh le feu c'est beau. Oui, puis relooking aussi, hein. Nouveau look pour une nouvelle vie avec Quaritch qui a des touches de rouge maintenant. J'adore quand il rentre. Il a fait le make-up quoi. Quand il rentre dans la salle avec son supérieur là. Tout le monde est en mode qu'est-ce que c'est ce nouveau look pour une nouvelle vie. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Oh, c'était radical là. En tout cas, ce personnage devient un peu plus tiraillé comme tu disais, et il y a carrément des moments où il est en train de se battre avec Jake et où ils sont en mode bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pourquoi on se fait des papouilles ou j'ai cru que vous allez se rouler une pelle plusieurs fois dans le D'ailleurs j'ai aimé Jake à la fin, il lui dit Jake aussi il est quand même assez ouvert d'esprit, il lui dit viens avec nous, on va t'apprendre à voir d'une nouvelle façon et tout, et Quaritch en voyant Neytiri il a peur d'Neytiri aussi, ça représente la mort pour lui, hein. Il se jette dans le vide, donc moi je pense qu'il est pas mort. Moi, j'en peux plus, il faut arrêter avec Quaritch. Mais non, mais moi je veux un arc de rédemption, justement. Bon, je sais, jamais 203, mais bon. Non, mais 4, ça fait beaucoup, quand même. Je veux un arc de rédemption. Je veux quand même... Non, parce que premier épisode, on pensait qu'il était mort. Méchant, ouais. Deuxième volet, on savait qu'il était pas mort. Et troisième volet, là, on sait pas trop. Commence à être lourd un peu, non? Répétitif. Moi, je pensais que sa meuf allait le récupérer dans les airs, là, quand il tombe. Donc je pense que c'est juste un petit suspense. Et quand j'ai dit suspense... Bon, il y a encore un grand combat à la fin qui rappelle beaucoup le 2, là, sur ces bateaux, avec le feu, l'eau s'amouille. L'eau s'amouille. Ouais, sur les actions, sur l'action aussi, c'est très répétitif, malheureusement. Même si l'action est toujours très agréable à suivre et toujours bien orchestrée. Très lisible, ouais. Très beau. On se perd pas, même quand c'est chaotique. Oui, t'as toujours Quaritch qui dit rendez-moi Spider, on est encore sur des bateaux. Quaritch qui dit voilà, j'ai tout que rends-moi Spider, ça rappelait vraiment le 2. Tout. Personnage d'ailleurs qui est pas encore trop développé par contre, bon c'est un peu normal, hein, c'est la plus petite. Voilà, elle sort des petites répliques. Mais elle est très drôle, elle est très drôle. Elle me fait rire. Et Spider aussi est très drôle. Spider, sa petite danse là quand il est en jupe. Ah oui, sa petite danse. Spider j'aime beaucoup, c'est un personnage, je sais qu'il est pas beaucoup aimé, et pourtant c'est un des personnages je trouve qui a le plus de compréhension parce qu'il arrive à comprendre tout le monde et être vachement, moi je dis positif parce que quand même il lui arrive des choses. J'aime beaucoup, d'ailleurs le petit couple Kiri Spider est très mignon. Très mignon, petit bonhomme d'ailleurs. J'appelle mon chat petit bonhomme quand je le vois. Là, ils sont très mignons tous les deux et ils sont ouverts d'esprit, hein, ils se comprennent. Ils sont pas discriminants tous les deux, quoi. Ils sont de deux espèces différentes et ils s'aiment, c'est beau, quoi. C'est beau l'amour. Bon, moi je suis déçue quand même que Jake et Quaritch aient pas fini ensemble parce que. Carrément, quoi. Oh, le shipping. Ils sont à deux doigts hein, quand même par moment. Mais je pense que moi, si je devais donner mes personnages préférés, bon. Quaritch, hein, mais Quaritch à partir du 2, hein. Parce que dans le 1, c'est un peu vraiment le cliché, il arrive avec ses gros flingues, puis... Regarde. Voilà, Quaritch, j'aime beaucoup, Spider, Kiri, Varang. Jake aussi, je l'aime bien, bon, je le trouve un peu dur avec Loak, quand même, parce que déjà, à la fin du 2... Mais ça s'améliore quand même. Voilà, ça s'améliore. Il lui disait, je te vois. Tu sais, quand il le sauve, à la fin, il était en mode... Je te vois, je te comprends maintenant, mon fils, même si... Et là, ça repart un peu dans le... Bon... Après, c'est un père et son fils, ils sont pas parfaits, quoi. Mais Loak, quand même, a une grosse sensibilité et il a envie de se faire accepter. Donc, il faudrait que son père, il a des petits moments très durs avec lui, quand même. Il faudrait un peu plus de douceur dans tout ça. Parce que même sa mère, parfois, est pas simple. Loak a un rôle très important. Hein. C'est pas pour rien qu'il est le narrateur du film avec les Tulkun. Il est décisif dans la bataille finale. D'ailleurs, en parlant de bataille finale, on perd beaucoup de personnages. Ouais, c'est vrai que du côté du peuple de l'eau, là... Quand c'était Neteyam qui est mort, il y a eu un grand... Bon, c'est les personnages principaux. Bien sûr. Il y a eu un grand deuil de ça, et là, bon... le père... C'est un peu des morts expéditives. Voilà, c'est un peu... Justement, vu que c'était long, il y avait le temps un petit peu de faire un petit enterrement, parce que c'est des personnages, quand même, avec qui... On a passé un petit bout de chemin. Un petit 6 heures quand même. Un petit 6 heures de chemin. C'est pas mal. Donc la fin, j'ai aimé Spider qui se fait accepter quand même
étant d'une autre espèce, il se fait accepter Ouais. dans l'arbre. Puis ils ont l'air tous heureux de le voir en plus. Il y a personne qui, dans l'arbre des esprits, ils sont cool. Hein. Ils doivent prendre le même truc que Quaritch, je pense. Ils sont tous hyper zen et tout. Mais non, il y a un apaisement dans la mort, ils sont tous en paix, donc ils voient les personnages décédés aussi, le père de Neytiri, il rencontre des gens, puis Spider il est hyper positif, hein, lui c'est vrai. il dit salut, ça va, ah ouais on m'a parlé de toi, tu vois, il est en mode toujours positif le type, hein, on essaie de l'assassiner. Il est tarpin chaud, quoi. Il est bien. Mais c'est une fin un peu étrange. Oui, moi j'ai regardé Fabien, j'ai dit ah c'est la fin. Parce que déjà, on a vu Quaritch tomber dans un air fryer, on n'a pas plus d'infos. J'étais en mode, bon, Varan qui s'en va aussi et tout, c'est pour faire un effet de... Est-ce qu'on va les revoir ou pas? Mais bon, quand même, c'est des gens, on aimerait savoir Varan, Quaritch, j'aimerais bien savoir un petit peu. Moi, j'aimerais surtout savoir si Spider a mangé son burger. Parce que c'est ça te gaspillage perturbe. alimentaire, c'est pas cool. Il y a des petits passages qui m'ont fait rire, que j'ai noté comme ça. La petite danse de Spider, j'en ai parlé. Le oh merde de Jack, là, quand il glisse. C'est des petits détails comme ça, mais qui rendent... Le tout très naturel, en fait. Ouais, qui rendent... Bon, pour Jack, on peut le dire, humain, quoi. C'est, oui. On ferait tous le oh merde, voilà, le oh de Quaritch quand il est sous LSD. Est-ce que tu veux parler de la chanson de Miley Cyrus que tu adores? Ah ouais, c'est... Que tu chantes sous la douche? Bon, clairement, moi, je trouve cette chanson nulle à chier. Alors, il y en a qui ont dit que c'était pas trop en accord avec l'univers. Avec l'ambiance. Ouais, mais c'est toujours un peu comme ça, les chansons de fin. Du coup, voilà, le générique de fin, c'est très spécial. Moi, je l'aime bien. C'est Diaporama Club Med avec une... avec des loutres aquatiques. Une là, musique de Miley Cyrus. Enfin, elles sont aquatiques, mais il y a des loutres. J'aime bien, hein, Miley Cyrus, Flowers, par exemple. Voilà, elle rentre dans la tête, mais alors celle-ci, j'ai beaucoup de mal. Moi, j'aurais aimé voir Miley Cyrus nager avec les loutres de la fin. Oui. Et tout, qu'elle est de loutres. Des loutres qui ont un visage très... sympathique. Bon, c'est mignon, à la fin, on voit tout qu'avec les loutres... On a basculé sur Disney Channel. C'est ça. C'est ça, c'est le monde de Nemo. On arrive à la fin de nos avis et de cette exploration. Bon, ça peut être long, hein. Peut-être qu'on a oublié des choses qui nous reviendront plus tard parce que c'est long, hein. On sort du voilà, il y cinéma. a des moments qui auraient mérité d'être resserrés. Hein. On a peut-être oublié de parler de la musique. Oui, hormis cette chanson de fin, voilà, la parce musique, qu'on parlait de la musique. Qui est dans la lignée des autres films, peut-être un peu moins marquante même, je dirais. Eh ben, à un moment, on arrive à la tribu du feu, il commence à y avoir une petite musique qui est déjà pas assez forte par rapport au reste, donc je t'invite, allez, vas-y, monte le son, mets-moi une musique en lien avec la tribu du feu. Eh ben non, il y a pas... moi je trouve que c'est vachement important, une thématique musicale par personnage, par tribu, par quelque chose, parce qu'il y a une musique qui est très bien d'Avatar qui revient là dans le dramatique là. Ouais. C'est vachement bien, mais il faut un petit peu ajouter des petites nouveautés, et la musique, c'est primordial pour moi dans un film. Ça peut vraiment te transporter. Carrément. Et là, il manquait ça. C'est dommage. On n'a pas parlé aussi de la mère de Spider, dont on nous parle très rapidement. Enfin, c'est Quaritch qui en parle très rapidement. Ça fait un peu un parallèle avec Kiri, qui cherchait, elle, son père. C'est ça. Et lui, c'est sa mère qui... Lui, c'est sa mère. Et on en sait un tout petit peu plus. Bon, alors, on sait que c'était une pilote d'hélicoptère. Je sais que c'est plus développé dans les comics, qui sont canon. Hein, Oui, au final, c'était un personnage qu'on connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais. Ça peut être pas mal. Voilà, mais ce qui m'a surpris un petit peu, c'est que Spider n'a pas l'air plus intrigué que ça. Il cherche pas à en savoir vraiment plus. Non, oui, je pense qu'il a fait son... Il est quand même un peu... Quand il en parle, il est quand même un petit peu... Oui. Un petit peu intéressé quand même, tu vois, mais je pense qu'il a fait un peu son deuil quelque part et que il sait que c'est compliqué. Déjà, il est un peu tiraillé de tout ça. Une fin avec pas beaucoup d'enjeux pour la suite, par contre, je trouve. On va voir ce que ça va donner pour le volet 4. Hein. Ça serait même une ouverture sur un conflit quand même plus important que tout ça, parce que on va dire que là, bon, le conflit, c'est les humains, les humains destructeurs, mais là, Quaritch, bon, c'est plus trop, voilà, il se bagarre avec Jack, après il se sert d'un pastis, tu vois, il y a un peu il faudrait peut-être un méchant un peu plus Varang, elle est avec Quaritch, donc peut-être qu'elle va s'accorder un peu, les deux s'accordent un petit peu dans leur folie. Donc oui, il n'y a pas trop non plus de menaces, à part d'autres humains qui arriveraient, d'autres... Ouais. Est-ce qu'ils vont créer d'autres... C'était déjà original d'avoir des navis. Ouais, j'espère qu'ils vont pas partir sur des délires genre Jurassic World avec des mutations de navis, des trucs comme ça. Ouais. Oh non. Bon, là, on a eu cette originalité-là quand même dans ce film de navis qui sont vraiment méchants et qui tabassent d'autres navis. Et ça, c'était assez fort, assez brutal. Eh bien, cher Fabien, merci pour ton avis sur ce film. Ben, merci à toi aussi. Un film, voilà,
qui était quand même bien. Qui nous a Qui plu. était quand même bien. Mais voilà, qui pose certaines questions, certains manques, certaines répétitions. C'est ça. Je pense à voir en IMAX si vous avez la possibilité. Ah oui. Le 2, il était exceptionnel en IMAX. Ouais. À voir en 3D. Quand ça marche. Au moins, vous avez 4 fois le début. Oh punaise. Alors, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos aventures. On attend vos commentaires. Hein. On verra ce qui se passe par la suite. Hein, si on fait des vidéos ou pas. Si le podcast vous a plu, la version podcast. Parce que je sais que, personnellement, moi, quand j'écoute des vidéos, souvent, j'écoute juste en faisant autre chose, en dessinant. Je regarde un peu de temps en temps. Mais le podcast est intéressant. Ah, Roquette, tu veux finir la vidéo ? On vous souhaite à tous une très bonne fin de matinée, une très bonne fin d'après-midi, une très bonne fin de soirée, selon le moment où vous nous écoutez. On vous fait des gros poutou poutou. On vous dit à la prochaine.